Il y a quelques mois, j'ai écrit un article de blog juste pour me rappeler que la communication dans un contexte de vie en collectif n'est peut-être pas aussi compliquée qu'on pourrait penser. Parce que je fais pas de formation qui dure plusieurs semaines, je n'ai pas de méthode de CNV rigide et je passe pas mes week-ends à faire des cercles restauratifs. Tout ce que je fais pour bien communiquer et maintenir de bonnes relations est simple. En termes de communication, ça peut vraiment partir dans tous les sens, dans des contextes d'éco-village, d'écolieux collectifs, d'habitat participatif, de cohabitat et de communauté intentionnelle. Quand on vit ensemble, on reconnaît tous que communiquer, c'est important. Et à part quelques méthodes qui offrent certaines pistes de solutions, il y a très peu de diversité d'informations sur le sujet. Je sais que tu peux te reconnaître là-dedans parce que beaucoup se sont épuisés à essayer d'améliorer leur communication pour travailler leurs relations dans des formats qui prennent énormément de temps et qui sont émotionnellement super intenses. Je me suis arrêté et j'ai essayé d'identifier les réflexions que j'ai développées à force de vivre en communauté intentionnelle durant plus de 2 décennies et qui font que j'arrive encore à y vivre à chaque moment de chaque jour. Mon but avec cette vidéo est de partager ce que moi je fais. Ce n'est pas la vérité, c'est mon opinion. C'est à toi de développer ta propre méthode. J'ai synthétisé cette information sous forme de 20 réflexions et je donne tout ça gratuitement dans cette vidéo. Ce n'est pas gratuit parce que ça n'a pas de valeur. J'ai passé plusieurs dizaines d'heures à écrire, faire le tournage et le montage de cette vidéo. C'est gratuit parce que pour moi, l'acte de donner ajoute un sens profond à ma vie. Ça m'aide à me motiver et à apprécier la vie. Ça ajoute une signification plus grande à ce que je fais, une signification qui dépasse qui je suis en tant qu'individu et même qui dépasse qui nous sommes en tant que communauté. Premièrement, je vais commencer avec une petite mise en garde, mais qui est aussi ma première réflexion. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon opinion, ce n'est pas scientifique, c'est imparfait, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, c'est plus simple qu'on pourrait penser et en aucun cas ça ne devrait être appris comme une méthode pour apprendre à la lettre et répéter à la lettre tout ce que je dis. Prends-en, laisse-en. Tout le monde est différent et aucune méthode n'est universelle. Il ne faut pas se limiter par une méthode qui existe déjà. Il faut développer sa propre méthode et c'est le développement de cette méthode-là qui va t'amener dans un état d'esprit qui va te faire mieux communiquer. Tu n'apprends pas de Marshall Rosenberg, tu es Marshall Rosenberg et tu es en train de développer la CNV. Pas la CNV, ta propre méthode à toi. La CNV est le résultat de ce que Marshall Rosenberg a développé. On veut être un développeur, on veut être en développement, on veut être en cheminement. Tu sais, on dit souvent, le cheminement, c'est mieux que la destination, c'est ça qui compte. En fait, le cheminement, c'est un résultat en lui-même. Si je suis dans un état d'esprit dans lequel je veux m'améliorer, je cherche des trucs pour améliorer ma communication, à chaque fois, je cherche comment apprendre, je suis ouvert à l'apprentissage, juste ça fait de moi un meilleur communicateur. Quand on est dans un contexte de vie collective, cette intention d'apprendre change tout, ça ouvre et ça m'amène à un autre état d'esprit, un état d'esprit qui est beaucoup plus alerte. Mon instinct va être meilleur, ma communication va être meilleure, cette intention d'apprendre change tout. Si tu n'as qu'à retenir un seul truc de toute cette vidéo-là, c'est ce truc: développe ta propre méthode de communication. Le chemin pour la développer en vaut la peine et va faire de toi un meilleur communicateur. Après ça, si on perd le chemin, on perd le résultat aussi. C'est de rester toujours dans cette intention d'amélioration. Vient un temps où vient un âge où on se dit, ben là, je sais beaucoup de choses, je suis une personne connaissante et j'arrête d'apprendre. Mais non, quand on n'apprend plus, on meurt. Il faut être en apprentissage constant. Et cet apprentissage constant va être la meilleure chose que tu peux mettre en place. C'est quoi communiquer? Je voulais qu'on le définisse ensemble avant de commencer. Communiquer, c'est les mots que l'on dit, l'intonation des mots que je dis. C'est aussi l'énergie émotionnelle qui se passe quand je dis quelque chose.
right? C'est pas la même chose de dire je dis quelque chose ou je dis quelque chose. Il y a une différence. Le contexte joue aussi beaucoup sur la communication. Le visage joue beaucoup aussi sur la communication. Si je fronce mes sourcils, ça veut dire quelque chose. Si j'ai les sourcils comme ça veut dire quelque chose d'autre. Si j'ai un grand sourire, ça veut dire quelque chose. Si je suis plus comme ça veut dire quelque chose d'autre. L'intonation du visage, les sourcils, les yeux, la bouche, la mâchoire. Si la mâchoire est tendue, ça veut dire quelque chose. Les rides qu'il y a dans mon front, les rides qu'il y a sur mon nez, ça fait partie de la communication. Mon corps, mes bras, qu'est-ce que je fais avec mes bras? Hein? Qu'est-ce que je fais avec mes jambes? Est-ce que je bouge comme ça? Est-ce que je bouge comme ça? Est-ce que je suis complètement immobile? Classique, les bras croisés, ça veut dire que je suis pas très ouvert à une discussion. Comment est-ce que je me présente? Les vêtements que je porte peuvent aussi avoir une influence sur la communication. Écouter, c'est communiquer. On va y revenir sur ce point-là. Écrire, c'est communiquer. De l'art, faire un dessin, il y a aussi une communication dans ce dessin-là. Les actions que je fais sont aussi de la communication. Si quelqu'un me dit « Oui, je vais passer le balai », mais cette personne ne passe pas le balai, ça veut dire quelque chose. Si quelqu'un part en tapant des pieds et en claquant la porte super fort, ça veut aussi dire quelque chose. Moi, je vais surtout dire comme les mots, les émotions, le langage émotionnel. Après ça, je vais dire le visage, surtout. Après ça, je vais dire les gestes du corps. Je vais surtout m'en tenir à ça quand on parle de différentes choses que l'on peut voir et écouter dans la communication. Après ça, je vais prendre un temps aussi pour bien définir qu'est-ce qu'on communique. On communique des faits. Il y a un crayon sur la table. C'est un fait, on s'accorde là-dessus. Des idées. Oh, j'ai cette nouvelle idée-là, on pourrait faire ça, si, ça. Moi, je pense que j'ai une opinion, j'ai une croyance. On communique des émotions. Si quelqu'un t'adresse la parole et est très en colère, tu vis une émotion. Une émotion a été communiquée. On communique des rapports de relations. Et ça va être, on va y revenir, et c'est pas quelque chose à laquelle on pense souvent. Et on communique des intentions. Est-ce que j'ai l'intention de te convaincre en te parlant? Est-ce que j'ai l'intention de t'aider? Tout ça va avoir une influence sur comment on communique. Ma capacité à bien communiquer est directement liée avec ma capacité à me mettre à la place des autres. Si je comprends l'autre, si je ressens la même chose que l'autre ressent, je suis en meilleure position pour m'adapter. Si je comprends son histoire, si je comprends son point de vue, si je comprends ses émotions, ses déclencheurs, ses croyances, tous les conflits que moi j'ai avec des gens, c'est des gens que j'ai de la difficulté à comprendre. Quand j'étais jeune, j'avais un Game Boy couleur et j'avais Pokémon jaune dessus. Et dans les 150 Pokémon originaux, ça c'était mon Pokémon préféré. Cette espèce de nuage rose qui s'appelle Ditto, métamorphe pour les Français. Et ce Pokémon a sa seule capacité, c'est de prendre la forme et les attaques des autres Pokémon. Donc de complètement copier leur apparence et ce qu'ils font. Et quand je communique avec quelqu'un, j'essaie de faire ça. J'essaie de prendre le vocabulaire qu'il utilise, les mêmes mots, la même intonation, de refléter les mêmes croyances, de refléter les mêmes idées. Il y a quelques années, j'ai rencontré un individu qui venait nous visiter dans notre éco-village ici parce que il y avait quelqu'un de notre éco-village qui était allé voir The Farm au Tennessee. Et puis là, ils avaient gardé contact. Et puis lui, il est venu au Canada, donc c'est un Américain qui venait au Canada. Et puis on discutait, c'était un solide redneck il se plaignait que les douaniers canadiens ne lui auraient pas laissé rentrer sur sa moto avec ses fusils. Et, et là, moi, je suis complètement contre les armes à feu. Je trouve que c'est complètement dangereux. Je trouve que ça sert à rien et que ça augmente la violence.
Mais là, pour lui, c'était comme, il se sentait plus en sécurité avec ses armes à feu. Et j'arrivais à comprendre et à respecter son point de vue. Et à me mettre à sa place et à me dire, wow, si moi j'avais vécu avec des armes à feu toute ma vie, si ça faisait partie de ma culture, ben peut-être que je me sentirais comme lui aussi, c'est ça. Donc, je prends son apparence, ses croyances, tout ça, et ça m'amène à mieux communiquer avec lui. Alors que si je lui disais, non, t'es juste un gros con d'avoir des armes à feu et t'es complètement une personne violente, ben ça ne passerait pas bien. Aussi, quand on a une personne qui agit de façon complètement irrationnelle avec soi, ça vaut la peine peut-être des fois d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à cette personne pour qu'elle réagisse comme ça. Des fois, même quand on crée une histoire qui n'est pas forcément vraie, ça nous amène à justifier un comportement d'une personne qui est peut-être un gros con avec soi. Et ça nous empêche, nous, d'être un gros con avec cette personne-là parce qu'elle est un gros con avec nous. Donc, des fois, d'essayer d'imaginer pourquoi les gens sont comme ils sont, ça peut être aidant aussi. Si on avait une espèce de œil magique et on pouvait voir toute la vie de quelqu'un comme un film, et on serait beaucoup plus empathique avec cette personne-là. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Donc des fois, il faut essayer d'être créatif et de s'imaginer des choses, et ça nous aide à nous mettre à la place des gens. Et quand on arrive à bien se mettre à la place des gens, ça nous aide à avoir une meilleure communication. On a cette espèce d'impression que communiquer, c'est parler. Communiquer, c'est d'écrire. Communiquer, c'est d'émettre. Quand je communique, je suis en train de, moi, transmettre un message. Mais si je communique à personne, est-ce qu'on peut appeler ça de la communication? Ça prend aussi la personne qui écoute pour avoir la communication. Et dans un contexte de vie collective, écouter, c'est beaucoup plus important que parler. Tout le monde peut écouter en même temps. Tout le monde ne peut pas parler en même temps. Parler est un besoin et beaucoup de gens parlent parce qu'ils ont ce besoin de parler, ce qui crée un débalancement. Il y a moins de personnes qui écoutent ceux qui parlent. Donc, dans l'économie de écouter et parler, beaucoup de gens parlent, peu de gens écoutent. Il faut essayer de rebalancer en écoutant beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Reformuler, refléter, redire ce que l'autre a dit est une technique de communication pour non seulement éviter les malentendus, mais aussi commencer une désescalade émotionnelle quand quelqu'un réagit. Mais pour faire ça, il faut d'abord avoir écouté. Entendre, ce n'est pas écouter. Des fois, il y a des sons qui sortent de la bouche de quelqu'un, je réalise qu'ils viennent à mon oreille et j'écoute des mots, mais je n'entends pas, je n'écoute pas, je n'enregistre pas ces mots, je n'enregistre pas ce que la personne a dit, elle finit de parler et je me dis comme, j'ai rien écouté. Pour bien écouter, moi j'ai deux trucs. Soit j'essaie de m'imaginer les images de ce que la personne me dit. Si quelqu'un me parle de poisson, je vais l'imaginer en train de pêcher un poisson. Je vais essayer d'imager ce qu'elle me dit. Ou quand quelqu'un me parle, j'imagine des sous-titres de texte. Je génère comme des textes dans ma tête pour essayer de bien les enregistrer. Parce que sinon, la personne finit de parler et je n'ai rien écouté. Parfois, des gens parlent beaucoup et j'ai très peu d'intérêt pour ce qu'ils disent. Mais j'écoute quand même parce que ça leur permet de processer. À un certain point, dans ma tête, je me dis, j'ai peu d'intérêt pour ça. J'en ai vraiment rien à foutre. Ça me permet, moi, de ventiler mes propres émotions et de continuer quand même à écouter la personne. Il y a une certaine limite qu'il faut mettre à l'écoute. Il y a des gens qui peuvent parler infiniment. Il faut savoir mettre sa ligne. Mais règle générale, ce qu'on veut, c'est écouter plus et parler moins. Quand tout le monde parle trop, les réunions sont trop longues, sont inutiles, sont désagréables. Quand tout le monde écoute bien, on est beaucoup plus productif. Ça se passe mieux aussi de façon émotionnelle. J'écoute pour aider les autres. J'écoute pour maintenir de bonnes relations. J'écoute pour guider mon équipe de travail. J'écoute pour prendre des décisions collectives. J'écoute pour bien communiquer. Il y a différents types de communication. On peut
se parler face à face, en personne, directement. On peut se parler en visioconférence, hein, on voit la vidéo, Zoom, Messenger, FaceTime, tout ça. On peut se parler au téléphone, donc on entend l'audio uniquement. On peut se parler en texto, donc on ne voit ni la personne, on n'entend pas sa voix et on lit un texte qu'elle a écrit. Et j'ai fait une distinction avec le texto privé et le texto public. En personne, je vois toute la communication. Je vois, j'entends les mots et j'entends l'intonation de la voix. Je vois le visage de la personne en haute définition. Je vois tout le corps de la personne. Donc tous les mouvements, toutes les expressions du visage, toute l'intonation de la voix. J'ai toute l'information en personne. En visio, je vois le visage de la personne et j'ai son intonation. Mais je ne vois pas son corps. Et des fois, il y a un petit délai. Au téléphone, je ne vois pas la personne. Peut-être qu'elle a les sourcils froncés, mais je ne la vois pas. Par contre, j'entends l'intonation de sa voix. En texto, je n'ai rien. Je n'ai rien de tout ça. Je ne vois pas la personne. Donc, je ne peux pas avoir d'informations par rapport à son visage. Je ne peux pas avoir d'informations par rapport au mouvement de son corps. Et je ne peux pas avoir d'informations par rapport à l'émotion de sa voix, l'intonation de sa voix, comment elle s'exprime. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus un sujet est sensible, et plus il faut aller vers le haut. Et il y a clairement une meilleure pratique de communication à avoir, dans le sens que plus c'est important, plus c'est sensible, plus on veut aller vers le haut. Plus on veut aller en personne. Quand c'est pas possible de faire en personne, on le fait en visio. Si ce n'est pas possible de le faire en visio, on le fait en téléphone. Et si c'est important, on ne fait pas ça par texto. Si j'ai la mort, si j'ai un décès à annoncer à quelqu'un, est-ce que je le fais en texto? Non. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui va probablement amener beaucoup d'émotions. Je le fais en personne. Si c'est pas possible, je le fais au pire des pires en téléphone. Ne jamais annoncer la mort de quelqu'un par texto. Lorsqu'on reçoit un texte, on est porté à interpréter, à recréer dans notre tête les choses que l'on ne voit pas. On n'a pas l'intonation de la voix, on n'a pas la communication du visage et on n'a pas la communication du corps. Et on imagine, bien malgré nous, ces choses-là. Et ça, il ne faut absolument pas faire ça. Par exemple, telle personne m'a écrit et elle était fâchée. Ben non, tu n'en sais rien. On ne sait pas. Ah oui, mais ce qu'elle disait, elle a écrit tout en majuscule son texte. Ah, ben non, tu n'en sais rien. J'ai écrit ce texte tout en majuscule parce que je suis fâché. J'ai écrit ce texte tout en majuscule parce que je suis une personne aînée qui a de la difficulté avec ses yeux et les lettres sont plus grosses ainsi et je les vois mieux ainsi. Mauvaise interprétation, bulle émotionnelle, bulle de conflit. On n'en sait rien. Si quelqu'un était fâché, si quelqu'un avait peur, si quelqu'un était triste quand il nous écrit, il faut assumer qu'on n'en sait rien. Et c'est totalement non productif de spéculer sur quelle était l'émotion lorsqu'on reçoit un texte. Donc, plus on a quelque chose d'important à annoncer à quelqu'un, plus on a quelque chose de potentiellement sensible, plus on veut aller vers là. Si c'est seulement fonctionnel, si je veux dire, on se rencontre à telle heure, telle date, il n'y a aucun potentiel de réaction, je peux envoyer un texte. Je peux le dire aussi en personne. Mais si j'ai un feedback à donner à quelqu'un, ouais, on a travaillé là-dessus ce matin, puis j'ai quelque chose à te dire parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Je vais le faire en personne. Je ne veux pas le faire par texto parce que ça va mal aller. Aussi, si c'est une information sensible, si moi, c'est une information qui m'est difficile à dire à quelqu'un, bon là, je sais qu'il y a des gens qui ont différents types de capacités de communication. Pour certaines personnes, dire quelque chose de difficile va être uniquement possible sous la forme écrite. C'est peut-être mieux que ne rien dire, mais sachez que c'est la plus basse forme de communication.
Si on a quelque chose de sensible à dire, si on a quelque chose de désagréable à dire, il faut y aller en personne. Si moi, je suis en réaction un peu, si je pense que je vais être fâché à dire quelque chose à quelqu'un, il faut y aller en personne. Parce que peut-être que je vais avoir plus peur de la réaction de telle personne si je suis fâché et que je vais plus tempérer un peu mon discours, que je vais être moi-même plus poli. Et telle personne que peut-être qu'elle réagirait à ce que j'ai à lui dire, et je vais être là pour l'encadrer. Si elle a besoin d'en parler après, si elle a besoin de s'exprimer, il y a quelqu'un devant elle pour l'aider à dealer avec son émotion. Tandis que si elle reçoit un texto et elle est tout seule, elle réagit et il y a moins de cadre. Donc, toujours en personne, quand on sait que le sujet à discuter a un potentiel de réactivité émotionnelle plus grand. En fait, le texto, c'est pas la plus basse forme de communication. Il y a encore un texte public qui est encore plus bas. C'est encore, et là je veux dire, qui est encore plus bas, qui est encore plus problématique. Et là, c'est tout ce qui est courriel de groupe, Slack, Discord, commentaires sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on écrit à quelqu'un et que tout le monde peut voir. Ok. Si je veux créer un gros conflit dans ma communauté, c'est très simple. Premièrement, je vais envoyer un courriel à tous les gens et je vais insulter quelqu'un. Et deuxièmement, après ça, je vais aller sur Facebook me plaindre publiquement de ma communauté. Gros conflit garanti. Il y a beaucoup de conflits dans plusieurs écolieux qui partent parce que les gens sont en réaction émotionnelle et là écrivent un beau texte à tout le monde qui fait chier tout le monde et que là tout le monde interprète encore pire que ça l'est, que c'est, et là tout le monde est fâché. Alors que si ça avait été fait en personne, ça aurait été plus difficile, mais ça aurait moins fait de conflits. Avant qu'on aille plus loin, je voulais parler de déclencheurs émotionnels. Euh, J'entends souvent, moi, des parties de moi ou une blessure, des cicatrices émotionnelles, un bagage émotionnel, des parts d'ombre. Pour moi, tout ça, j'utilise un seul mot, je vais dire déclencheur. C'est un concept qui est assez important à comprendre pour la suite. Donc, un déclencheur, c'est quelque chose qui nous rappelle une mémoire émotionnelle, euh, tout le temps, la plupart du temps désagréable, ou en tout cas quand on en parle comme problème de communication, ça cause des réactions proportionnelles démesurées qui n'ont pas vraiment de lien avec la situation réelle. Par exemple, quelqu'un me pose une question, je lui réponds pas. Et soudain, elle entre dans une colère très, très intense. On ne devrait pas entrer dans une colère super intense si quelqu'un ne me répond pas. C'est disproportionné par rapport à ce qui s'est vraiment passé. C'est important de comprendre qu'une personne qui est déclenchée ne sait pas qu'elle est déclenchée. Elle ne se rend pas compte qu'elle est déclenchée. Elle se dit « Oh, mais telle personne a fait ça, c'est outrageux. C'est elle qui a un problème, pas moi. » La personne n'est pas consciente. La personne n'est pas consciente qu'elle a été déclenchée. La personne n'est pas consciente quand elle est en réaction de son déclenchement. Et la personne ne sait pas ce qui l'a déclenché dans 99,9% des cas. Et là, je parle de la personne qui fait une réaction émotionnelle. L'autre personne qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose ne sait pas non plus c'est quoi le déclencheur, ne sait pas non plus que la personne est déclenchée. Peut-être peut avoir un petit peu plus de lucidité dans tout ça, mais ça reste toujours un grand mystère. On a tous des déclencheurs différents, et un déclencheur, ça peut être une odeur, un mot, un comportement, une personne, un objet, une image, une musique, une chanson. Ça peut être un goût, ça peut être comment quelqu'un a fait quelque chose qui me rappelle mon père,
et une situation désagréable que j'ai vécue avec mon père il y a de cela 35 ans. Okay? C'est un souvenir émotionnel, ce n'est pas du tout rationnel. On n'a pas été remémorer le souvenir en question. Et d'ailleurs, souvent, le souvenir qu'on peut réimaginer n'existe presque plus. L'émotion reste encore. Donc, souvent, on ne sait pas pourquoi on est comme ça. Dans un contexte de communication en collectif, ce n'est pas important de savoir qu'est-ce qui, dans la vie de cette personne-là, a fait qu'elle est déclenchée quand elle voit ci ou quand elle entend ça. C'est important de savoir quand quelqu'un est déclenché et c'est important de savoir qu'est-ce qui a déclenché. Le reste, c'est beaucoup trop loin et ce n'est pas productif d'aller dedans. C'est aussi intéressant de savoir pour soi quand je suis déclenché et qu'est-ce qui m'a déclenché, moi. Un beau travail d'introspection qui est le travail de toute une vie. C'est possible d'avoir des malentendus sur les mots qui ont été utilisés et c'est possible aussi d'avoir des malentendus sur les émotions qui ont été communiquées. Un malentendu sur les mots, je dis 6 et tu as compris 10. On n'a pas compris le même mot. Ou par exemple, pour toi, quand je dis la grange, c'est la vieille grange, mais non, je voulais dire la nouvelle grange qui en fait est une étable, mais on a utilisé le même mot qui est le mot grange. Je vais conter une petite histoire et essayer de trouver où le malentendu au niveau des mots s'est inséré dans cette communication. J'ai un ami qui voulait faire un voyage et voulait s'acheter une carte, une eSIM. Alors la eSIM, on n'a pas la petite carte, c'est une carte virtuelle qu'on télécharge directement sur le téléphone intelligent. De plus en plus, les smartphones acceptent des eSIM et c'est très facile de prendre une carte SIM lorsqu'on voyage dans un autre pays. Et là, mon ami il m'a dit je pense à prendre une eSIM pour mon voyage. Il a un certain âge, plus de 60 ans. Et puis, peux-tu me montrer? Je pense l'acheter et si j'ai un problème à l'installer, est-ce que tu pourrais m'aider? Alors, je lui dis oui. Faut savoir que tous les téléphones ne prennent pas les eSIM. Si on a un nouveau téléphone, on peut installer une eSIM sans problème. Moi, j'ai un vieux téléphone qui a un Pixel 4 et j'arrive à installer des eSIM dessus. Donc là, il achète sa carte SIM électronique. Il essaie de l'installer, puis puis là, à la fin, il n'y arrive pas. Il a installé l'application du vendeur de carte SIM, lui disant « Ok, votre carte SIM est là, voici le numéro, voici comment l'installer sur votre téléphone. » Puis là, j'essaie de l'aider quelques jours plus tard, mais ça ne fonctionne pas. Son téléphone est trop vieux pour installer une carte SIM. Il a un téléphone de 2019. Et je lui avais demandé, mais t'as un nouveau téléphone? Il m'avait dit oui. Et je disais, mais non, c'est un vieux téléphone. Ça date de 2019, on est en 2026, ça fait 7 ans. À tous les 6 mois, il sort des nouveaux téléphones et tout. Il dit, mais non, pour moi, c'est un nouveau téléphone. Pour lui, un nouveau téléphone, c'est un téléphone intelligent avec l'écran et tout, avec les réseaux sociaux et tout. Pour moi, un nouveau téléphone, ça date de 2-3 ans. Donc, le mot nouveau et vieux, on avait 2 interprétations différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un téléphone qui est sorti en 2019, que je considère comme un vieux téléphone que j'ai acheté usagé parce que j'achète des téléphones usagés parce que ça coûte moins cher et c'est moins destructeur de notre monde. Et lui avait un téléphone aussi acheté en 2019, mais pour une raison X, le sien ne prenait pas les eSIM et le mien, oui. Mais pour lui, un téléphone acheté en 2019 est un nouveau téléphone. Pour moi, c'est un vieux téléphone. Malentendu des mots qui a mené à l'achat d'une eSIM de 12$, c'est pas une grosse perte. Mais même quand on s'entend bien sur les mots, on peut ne pas s'entendre sur les émotions. Par exemple, si je dis « Est-ce que tu as les clés loto ?» Ça veut dire
Est-ce que tu as vu les clés de l'auto? Si tu les as, je les prendrais. Je veux aller, je veux aller prendre l'auto pour faire ça. Mais si je dis, as-tu les clés de l'auto? Ça veut pas dire la même chose. Ça veut peut-être dire, ben, tantôt je t'ai vu, puis t'avais les clés de l'auto, mais là j'en ai besoin maintenant, tu me les as, pourquoi tu me les as pas données tantôt? Puis aussi, il y a d'autres choses que tu fais qui commencent à m'énerver, puis ça s'accumule. Donc l'émotion qu'on va attacher au même mot n'ont pas la même signification, apportent toute une autre signification, une signification d'une complexité qui est extraordinaire. Et mon point, c'est que en communauté intentionnelle, là où les malentendus créent le plus de dommages, ce sont les malentendus liés aux émotions. Parce que les malentendus liés aux émotions sont incroyablement plus complexes à résoudre et mènent à incroyablement plus de dommages. Et surtout, lorsqu'il y a une incohérence entre ce que j'ai dit et comment je l'ai dit, c'est extrêmement confusant, c'est extrêmement conflictuel et ça mène à beaucoup de malentendus à cause du message émotionnel qui est bien souvent involontaire. On dit des choses qui nous arrivent, puis boum, ça sort. Si on ne maîtrise pas le langage émotionnel avec lequel on veut dire et qu'on ne rend pas un message cohérent avec les mots, ça va mener à beaucoup de malentendus. On va revenir plus tard dans les réflexions sur comment essayer de clarifier les malentendus émotionnels, mais quand il y a un malentendu émotionnel, il y a encore plus de réactions émotionnelles, et quand il y a encore plus de réactions émotionnelles, il y a encore moins de compréhension de la part de l'autre. Quand j'ai fait un cours du FIC sur le conflit, puis il y avait une très belle image que Laird Schaub il disait, qui est de la réactivité émotionnelle agit comme une cire d'oreille virtuelle. Donc, plus tu es en réaction émotionnelle par rapport à quelqu'un, plus quelqu'un te dit quelque chose et plus l'information est complètement changée par cette espèce de cire d'oreille virtuelle et moins tu comprends et plus tu réagis et moins tu comprends et moins tu te sens compris et plus tu réagis et moins tu te sens compris. Il y a une façon d'arriver à ce que les personnes qui réagissent de plus en plus commencent à redescendre et ça, on va le voir plus loin, mais les malentendus émotionnels sont incroyablement plus complexes et c'est toujours là que ça bug en collectif. La prochaine réflexion que j'ai, c'est par rapport à la colère dans les écolieux, dans les endroits de vie collective. Vous voyez la ligne qu'il y a ici? Ça ici, c'est un tsunami de caca. Alors, ça ici, c'est un caca. Et c'est un tsunami, c'est un raz-de-marée de matière fécale qu'une personne qui est en colère envoie à d'autres personnes. Il y a définitivement une émotion qui est plus problématique lorsque on travaille ensemble, que l'on vit ensemble et que nos amis sont les mêmes personnes avec qui on travaille, avec qui. L'agressivité, la colère, la rage, être énervé, monter de ton, crier, haine, violence verbale, c'est définitivement très problématique, comme vous pouvez le voir avec ce raz-de-marée. Il y a beaucoup de gens qui ont des déclencheurs liés à quelqu'un qui est en colère. Il y a peu de gens qui ne se mettent pas eux-mêmes en colère, ou qui n'ont pas peur, ou qui ne sont pas tristes, ou qui ne sont pas en réaction eux-mêmes lorsque quelqu'un qui est en colère leur fait une communication. C'est un cercle vicieux et c'est exponentiel. Donc lui, bonhomme fâché, envoie aux autres. Les trois pourraient se fâcher et renvoyer à tout le monde. Et ça crée des vagues exponentielles. C'est un cercle vicieux parce que la vague pourrait revenir comme ça et faire une escalade. On n'est vraiment pas si loin. L'ADN de l'Homo sapiens n'a pas du tout changé depuis que on était des groupes et que les chefs du groupe se tapaient dessus pour savoir qui est le groupe. C'est des mécanismes
normaux de la nature humaine qu'on essaie de dépasser. Mais ça existe encore dans nos vies. Un événement de communication dans lequel quelqu'un est en colère contre une ou plusieurs personnes peut être la fin de la communauté. C'est un moment marquant pour tout le groupe. Pour celles et ceux qui croient que moi, je veux pas qu'on mette sous le tapis et c'est bon, on se met quelques taloches sur la gueule, on s'envoie promener un peu et après on redevient bons amis. Peut-être que tu fais ça avec ta famille, peut-être que tu fais ça avec tes collègues de travail. Dans un contexte où tes collègues de travail sont ta famille, sont tes amis, ça ne fonctionne pas. C'est trop intense émotionnellement et tu n'as aucun endroit où aller émotionnellement. Il ne faut pas que ça arrive, peu importe le prétexte. Être capable de maîtriser sa colère, c'est d'avoir une autorité sur soi-même dans un milieu qui est de faible autorité. On ne réalise pas à quel point les mécanismes de la société sont là pour encadrer des réactions émotionnelles fortes. Il y a des lois à respecter. Si tu te mets en colère à propos de quelqu'un au travail, si tu te mets en colère contre ton patron au travail, il va te virer. C'est un mécanisme qui existe pour encadrer la colère quand les gens ne sont pas capables de contrôler leur colère et qu'ils deviennent violents. On les met en prison. C'est un mécanisme qui existe uniquement pour encadrer les réactions colériques des gens. Être capable de ne pas se mettre en colère, c'est d'accepter la part de souffrance qui nous est due au lieu de la projeter sur les autres. On a tous une part de souffrance dans la vie à accepter. Le gros problème, au-delà d'un événement qui peut littéralement fracasser toutes les relations de la communauté, de la colère, c'est que cela traduit un rapport de relation. Quelqu'un qui est supérieur dans la hiérarchie d'une entreprise, d'un groupe, peut se mettre en colère contre les autres. Et quand il se met en colère, c'est comme de dire « je suis supérieur dans la hiérarchie ». J'utiliserai même pas le mot hiérarchie. Depuis qu'on est des primates, quand on voit un nouvel individu, on fait un classement social dans notre tête. Il y a des milliers de classements qui existent dans notre tête. Est-ce que je suis meilleur que telle personne au volleyball? Ah non, elle est moins bonne, meilleure que moi. Est-ce que je suis plus beau que telle autre personne? Ah non, je suis là, Ça se fait automatiquement dans notre tête. C'était une question de survie pour les Homo sapiens. Dans ce classement social, quand on se met en colère contre quelqu'un, ça veut dire « je suis supérieur à toi dans le classement social ». Ça traduit un rapport de relation. Et dans un milieu où les rapports de relation sont flous, comme une communauté intentionnelle, un écolieu, c'est pas la même chose dans une entreprise. Dans une entreprise, il y a clairement un propriétaire, un conseil d'administration, des cadres. Les rapports de relation sont très, très, très bien définis pour encadrer ça. Et quand ça arrive, c'est comme de dire, non, c'est moi le chef. Quand je me mets en colère, c'est moi le chef. Et c'est l'effet que ça va avoir, même si c'est pas intentionnel. Même si on se dit que c'est de l'horizontalité, puis que les leaders sont supposés être bienveillants, puis tout ça, ce que ça traduit, c'est une domination par l'émotion d'un rapport de relation qui est de domination. Quand on essaie d'implanter des systèmes de décision qui incluent tout le monde et qui sont sécuritaires et qui sont nouveaux, d'avoir ça, c'est un danger. D'avoir ça ici, c'est très problématique. Et un autre problème, c'est que pour certaines personnes, ils sont en colère et ils ne sont pas violents. Mais pour d'autres personnes, cette colère-là a été violente. Si on était tous des Gaulois, Obélix, Astérix, etc., et que là, on avait tous la même interprétation de la colère et de la violence, on se met en colère, on s'en tape un peu dessus, puis après on est bons amis. Mais non, tout le monde est différent. On n'a pas la même interprétation de ce que ça veut dire être violent. Donc quelqu'un dit « moi j'ai juste monté la voix un petit peu »,
Non, pour l'autre, ça a été violent. Et c'est ça que tu comprends pas. Et c'est ça qu'il faudrait que tu rentres dans ta tête. Et c'est ça qu'il faudrait que tu apprennes pour arrêter de faire des raz-de-marée de caca sur tout le monde. La colère n'est pas bonne, la colère n'est pas mauvaise. C'est comment on l'utilise qui fait la différence. La colère, c'est de l'énergie. Si je prends cette énergie et que je la lance sur les autres, non seulement cette énergie est gaspillée, mais je viens de créer beaucoup de problèmes et de l'énergie que d'autres personnes vont devoir mettre parce que moi, j'étais pas capable de maîtriser ma colère. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour essayer, je ne rentrerai pas dans les détails, on peut y aller avec la respiration, on peut y aller avec faire du sport, il y a des techniques de genre, ah oui, si tu es en colère contre quelqu'un, tu dois nommer des choses, la table est beige, la souris d'ordinateur est violette, je suis sur mes deux pieds, des choses neutres pour essayer de désamorcer. On ne rentrera pas trop là-dedans. La chose qui est la meilleure à faire, c'est d'orienter l'énergie de sa colère vers quelque chose. De construire quelque chose au lieu de détruire quelque chose. La colère, c'est de l'énergie. Tu peux prendre cette énergie-là et construire, la mettre au service de construire quelque chose. Je vais commencer la prochaine réflexion avec une petite mise en garde. Je sais qu'il y a des gens qui portent beaucoup d'espoir en la technique de communication CNV. Je sais qu'il y a des gens qui sont très dedans. Je veux pas tuer l'espoir. Je pense qu'il y a il y a des bons côtés à la CNV. J'en ai pris, j'en ai laissé. Je vais y aller assez franchement. Peut-être que si tu es dans un moment où tu commences, tu débutes la CNV, tu portes beaucoup d'espoir dans cette méthode, peut-être juste sauter cette réflexion et passer à la prochaine. Marshall Rosenberg n'a jamais vécu dans un écolieu collectif. Marshall Rosenberg n'a jamais vécu dans une communauté intentionnelle. Ses enseignements ont déjà été partagés dans certains éco-villages de son vivant. Il ne sait pas c'était quoi vivre ensemble. Je dis ça pour remettre les choses en perspective, pour réfléchir à peut-être que la méthode n'est pas complètement adaptée à la vie collective. Ceci étant dit, il y a du bon et il y a de ce que moi je considère comme étant du moins bon dans la CNV et on va le décortiquer un petit peu. Je trouve ça très bon que la CNV soit le début d'un cheminement de s'améliorer sa communication. Et ça fait vraiment ça. Les gens qui augmentent la CNV vont être beaucoup plus conscients de comment ils communiquent, vont vraiment commencer ce chemin-là. Il faut juste s'assurer que le chemin ne s'arrête pas à la CNV, qu'on peut aller au-delà et que c'est ça qu'il faut faire. C'est quand même très vaste. Je pense qu'on peut passer quand même un très long moment à être en chemin dans la CNV. Donc, je trouve ça nommer les faits sans jugement, je trouve que c'est une belle intention. J'essaie le plus possible de le faire. Dans la pratique, c'est impossible. Si je dis à telle personne, au lieu de lui dire tu arrives toujours en retard, je lui dis jeudi, le 18 juillet, vendredi, le 19 juillet, et lundi, ça fait quoi, le 21 ou 22 juillet, peu importe, tu es arrivé en retard. Personne ne parle comme ça. Jamais. Et c'est super. Et ça fait un peu l'effet comme, mais c'est quoi, tu montes un dossier contre moi, ça met la personne sur la défensive vraiment d'entrée de jeu, en étant très précis, aussi précis sur les faits, pour ne pas utiliser de jugement. Je pense qu'on peut essayer de conscientiser dans notre vie, d'essayer d'enlever certains termes qui portent à jugement, d'essayer de dire « Ok, non, je ne devrais pas juger telle personne », d'être conscient quand on juge. Juger, c'est rassurant. On fait des jugements parce que le monde est trop incertain. On fait des jugements parce que c'est plus facile, c'est plus rassurant pour notre cerveau. Donc, ça n'arrive pas quelqu'un qui ne juge pas.
mais l'intention, je trouve qu'elle est bonne. Tout le volet de l'écoute active de la CNV, je le trouve bon. Je trouve très bon d'être avec une personne, je suis dans ma tête, je suis dans mes émotions, mais aussi comme d'écouter quelqu'un, de traduire ce que quelqu'un nous dit en langage CNV pour voir, ok, telle personne est en colère ou si parce qu'elle a besoin de ça, sans nécessairement lui dire, d'essayer de traduire ce que l'autre personne me dit dans mon écoute ou simplement de faire de l'écoute empathique. Je trouve que c'est tout un bon volet de la CNV. Conscientiser le besoin, je trouve intéressant de le faire si c'est pour moi ou si c'est pour quelqu'un d'autre, mais moi, je ne nomme plus le besoin. Okay? Après ça, l'image de la girafe et du chacal, je trouve, oui, c'est une image intéressante. Puis, la CNV nous donne une compréhension commune sur des termes de communication. Donc, si tout le monde a appris la CNV dans un groupe, tu peux comme avoir une compréhension commune, un peu des mêmes, utiliser les mêmes mots pour décrire les mêmes systèmes. Moi, personnellement, j'ai laissé de nommer le besoin. Je trouve que c'est trop difficile à faire sur le moment. Et si je dis, je vais revenir à un exemple plus loin dans la vidéo, qui est quelqu'un qui laisse ses souliers devant la porte et l'autre personne essaie d'ouvrir la porte et les souliers bloquent et ça mène à une réaction et à une communication. Et si je lui dis, ah oui, tu es en colère parce que les souliers devant la porte t'ont presque blessé et tu as un besoin de prévisibilité. Personne dit ça. Personne parle comme ça. C'est trop difficile de l'avoir, poum, sur le moment. Et ça alourdit, selon moi, inutilement. Je suis à un moment où on n'a pas besoin de nommer le besoin. Faut quand même faire une démarche comme ça, puis on va y revenir, mais pas besoin de nommer le besoin. Je ne nomme pas non plus le besoin, pas le besoin, mais le nom de l'émotion. Si on a seulement besoin de nommer, il y a une émotion et cette émotion-là a été désagréable. Et je vois souvent le piège de ah oui, tu es en colère. Oh, mais il faut pas être en colère. De nommer la colère sans colère et c'est pas satisfaisant de se faire dire tu es en colère. À la limite, c'est vraiment un reproche. Euh, et je pense qu'à un certain point, on est perdu dans la traduction entre l'anglais et le français. J'entends des anglophones dire I'm angry. J'entends pas des francophones dire je suis en colère quand ils sont en colère. Quand je suis en colère, non, ça me fait chier. Tu m'énerves. J'ai pas je suis en colère. Personne fait ça. OK? Donc, nommer le nom de l'émotion, moi, je le fais plus. Si je nomme juste d'une façon détournée que cette émotion-là, qu'il y a une émotion et que l'émotion est désagréable. On va y revenir. Exiger le discours CNV de quelqu'un d'autre, ça c'est un piège qui s'est fait, qui est maintenant très bien connu. Là. Beaucoup d'écolieux ont même explosé à cause de ça. J'ai des exemples au Québec, j'ai des exemples en France. Quand je demande à quelqu'un d'autre qui est différent de moi d'utiliser le même format de langage que moi, j'essaie de lui imposer quelque chose, c'est violent, c'est une contradiction, on veut la non-violence, on veut pas la violence. Il faut arriver à traduire ce que l'autre dit, il faut arriver à ce que des humains qui sont très différents arrivent à se comprendre. Il y a des gens, j'ai fait une vidéo complète sur la CNV, il y a des gens, moi, qui me disaient, la CNV, c'est trop intellectuel, moi, je parle avec mon cœur. Tout le monde est très différent. Et la CNV, ce n'est pas pour tout le monde. Et il ne faut pas essayer de l'imposer à tout le monde. Il y a un angle mort que personne ne voit et que je vais discuter dans cette vidéo aussi, c'est que la CNV, c'est du feedback. Si je fais une demande CNV, je dis, je vais reprendre mon exemple des souliers, je vais reprendre mon exemple des souliers, mais de l'autre perspective. Hier, les souliers étaient devant la porte. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte ne s'est pas ouverte. Je me suis presque blessé. J'étais en colère parce que j'ai un besoin de, de sécurité, whatever. Accepterais-tu
de mettre tes souliers à un autre endroit que devant la porte, plus précisément sur le tapis à côté de la porte. Même si je le fais avec toute la technique et tout ça, je viens de demander quelque chose à quelqu'un, c'est de donner un feedback. Donner du feedback dans un contexte d'écolieu, c'est très dangereux. Et c'est ça qu'on va voir, le prochain point. Quand on donne du feedback dans un contexte de vie collective dans lequel les rapports de relation sont flous, c'est dangereux parce que donner du feedback, ça traduit un rapport de relation. Dans un contexte qui est supposé être sans domination, c'est la même chose un peu que la colère. Donner du feedback, ça traduit, ça veut dire comme c'est moi qui te donne du feedback, c'est moi qui est supérieur dans l'échelle sociale, c'est moi qui est le boss. OK? C'est pas conscient, c'est inconscient. Et quand pense un peu à ton boss au travail, à ton supérieur hiérarchique à ton travail, quand il te demande de changer des choses, il te fait chier, c'est la même chose. Recevoir du feedback, c'est tout le temps à un certain niveau un peu violent. Okay? Ça fait mal, ça a un potentiel de réactivité émotionnelle. Quand on fait justement une demande, c'est quoi, émotion, fait, émotion, besoin, je sais plus l'acronyme de la CNV. Quand on fait une demande, même si on le demande super gentiment, même si on le demande sans jugement, même si on le demande en nommant son véritable besoin, même si on le demande en nommant son véritable émotion, on demande un feedback à quelqu'un. On demande un changement de comportement. Un feedback, c'est tu as fait quelque chose, je veux que tu le fasses différemment. Et c'est moi que tu veux que tu le fasses différemment, c'est pas toi. Et 99,99% du temps, la personne qui reçoit le feedback n'a pas demandé à recevoir le feedback. Et la personne qui veut dire le feedback n'est pas la personne qui reçoit le feedback. Donc c'est assez complexe et on doit se donner du feedback si on veut bien travailler ensemble, bien communiquer, bien améliorer nos processus de travail pour qu'il n'y ait pas d'erreur et pour que ce soit plus efficace et plus joyeux aussi. Il faut se donner du feedback, mais comment est-ce qu'on fait pour donner du feedback à quelqu'un alors qu'on sait que c'est dangereux et que ça va traduire un rapport de relation qui n'est pas clair avec cette personne-là. Je veux juste encore définir un petit peu plus le feedback. C'est de la rétroaction. Okay? C'est un comportement que tu as qu'il faut qu'il change. Ça a un effet sur les autres et je te suggère une modification de comportement. Même si je fais juste la suggérer au lieu de te l'imposer, c'est quand même un reproche. Et ne jamais dire, c'est pas un reproche, ce que je te dis. Un feedback, c'est tout le temps un reproche. C'est tout le temps, je veux que tu changes quelque chose, tu l'as pas vu, t'es bien con de pas l'avoir vu. C'est tout le temps ça qui est sous-entendu. Ce qu'il faut essayer de faire, et c'est vraiment pas évident, et c'est vraiment pas une culture qui existe dans le monde, c'est d'avoir le consentement pour donner de la rétroaction à quelqu'un. Et là, on aurait le goût de dire, j'ai un feedback à donner, est-ce que tu veux l'entendre? Faut pas vraiment s'y prendre comme ça. Faut dire quelque chose dans le genre, on a travaillé ensemble ce matin, j'ai remarqué quelque chose dans notre travail. Est-ce que tu as le temps qu'on s'en parle? Et est-ce que tu as comme la tête à ça en ce moment? J'ai demandé 2 choses. Est-ce que tu as le temps? Parce que quelqu'un ne pourrait ne pas avoir le temps. Ça pourrait ne pas être le bon moment à quelqu'un pour recevoir du feedback. L'autre jour, j'étais dans la cuisine. Je fais la cuisine dans l'éco-village. Ça m'arrive de cuisiner des repas pour 100 personnes. J'ai mal calculé mes trucs. J'étais en retard dans mon repas. OK? Et là, j'étais comme pour essayer de sortir le repas pour qu'il soit prêt à l'heure. Et quand j'étais dans cette énergie, quelqu'un est venu me donner un feedback. J'ai failli l'envoyer se faire foutre, là. C'était pas le bon moment. C'était vraiment pas le bon moment, surtout pour me donner un retour d'information sur le repas que je venais juste de faire, que je venais juste de savoir que j'avais fait une erreur.
c'était pas le bon moment. Donc, si cette personne-là m'avait dit, j'ai quelque chose à dire sur le dîner, est-ce que je peux te le dire maintenant? J'aurais dit, non, c'est pas le bon moment là. Donc, quand on veut donner de la rétroaction, un feedback à quelqu'un d'une façon naturelle, on lui essaie de lui demander, est-ce que tu as le temps? Et est-ce que tu es prêt à le recevoir? Et honnêtement, si on a une culture assez avancée et on a des ententes à savoir comment on se donne le feedback dans notre écolieu, la personne va faire comme « Oh shit, il veut me donner un feedback, c'est bon, ok, je vais être prêt. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je lui dis non? Ok, non, c'est bon, je suis prêt. » Je suis complètement dans un autre mode que si là, tu me surprends à me donner un feedback et tu me dis c'est pas un reproche, non, c'est tout le temps un reproche. Et je veux juste revenir un petit peu plus encore sur le rapport de relation. C'est vraiment, dans les entreprises normales, c'est le chef de l'équipe qui a un pouvoir d'exclusion sur la personne qui va donner le feedback à l'autre, à la personne qui est en dessous de lui, sur laquelle il y a un pouvoir d'exclusion. Mais dans une belle communauté pleine de gens, tu n'as pas de pouvoir d'exclusion sur les autres. Et bien souvent, même, le collectif n'a même pas de pouvoir d'exclusion sur quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi. Donc, il faut vraiment opérer différemment. Et il faut opérer dans une culture où on sait que c'est chiant de se faire donner du feedback, on sait que c'est nécessaire. Et il faut aller chercher le consentement de la personne pour lui dire, parce que c'est moi qui veux lui dire, elle ne veut pas le recevoir. Il faut que je m'assure de quel état d'esprit elle est avant de lui donner. Aussi, évidemment, ne pas donner de feedback par écrit. Évidemment, si c'est absolument nécessaire, y aller par téléphone, par visioconférence. Mais idéalement, on veut y aller en personne pour ce genre de choses. Et parlant de consentement pour donner du feedback, c'est une bonne pratique de toujours demander le consentement à quelqu'un pour tout ce qui inclut la communication. Hey, est-ce que tu as 2 minutes pour qu'on se parle? Ça va vraiment prendre 2 minutes, hein? Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on se parle? Est-ce que tu as 10 minutes pour qu'on se parle? Souvent, moi, j'ai des gens qui m'abordent, me disent pas bonjour, puis là, commencent à me parler. Puis là, je suis comme... puis là, ils continuent de me parler, puis je m'écarte. Puis là, la personne n'a pas compris, j'ai pas le temps. Puis là, faut que je l'interrompe. Là, ok. Désolé, j'ai pas le temps, là. Puis là t'as l'air bête, mais elle m'avait jamais demandé si j'avais le temps. C'est rare que ça l'arrive, mais pour s'assurer qu'une personne est ouverte à communiquer avec soi, c'est bon de lui dire bonjour, comment ça va? Ça veut un peu dire comme hey, bonjour, tu es là, je suis là. Est-ce qu'on pourrait se parler? Puis de façon encore plus explicite, est-ce que tu as le temps qu'on se parle de ci? Est-ce que tu as le temps qu'on se parle de ça? As-tu 2 minutes? C'est vraiment pas long ce que j'ai à te dire. Quand c'est des sujets plus difficiles, on a parlé de feedback, mais ça pourrait être un autre sujet qui est difficile sans être du feedback. Es-tu d'accord pour qu'on se parle de ça? Ça se demande. Et en général, de se faire demander le consentement, de se faire demander, la réponse est quasiment tout le temps oui, là. Mais même si c'est tout le temps oui, juste le fait de l'avoir demandé, ça change tout. Et si ça l'a été non, ben c'est non. Puis si on l'a pas demandé, puis si c'est non, ben c'est pas bon, là. Ça mènera pas à un bon résultat. Puis règle générale, peu importe ce qu'on fait dans un éco-village, je déplacerai ce divan-là de cet endroit-ci à cet endroit-là. Est-ce que tu es d'accord? Ah, euh, plutôt que faudrait déplacer ce divan-là. Ou plutôt que je vais déplacer ce divan-là sans le dire à personne. Il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Un peu comme pour la CNV, je vais parler franchement, je vais parler en transparence des cercles restauratifs. Je porte beaucoup d'espoir dans les cercles restauratifs. On passe à la prochaine réflexion. J'ai exactement la même réflexion. Dominique Bartard n'a jamais vécu dans une communauté intentionnelle. Je veux être comme complètement transparent avant qu'on commence. Je n'ai jamais participé à un cercle restauratif. J'ai plusieurs exemples de collectifs qui ont utilisé les cercles restauratifs.
sais, on est biaisé négativement. C'est dur à dire de voir comme c'est quoi le vrai pourcentage de si ça a réussi, si ça n'a pas réussi. Moi, j'ai que des mauvais exemples. J'ai jamais eu un bon exemple où on me dit ah oui, on a fait un cercle restauratif, ça l'a complètement aidé. Euh, Même que je pourrais dire j'ai certains exemples de communautés que je pense que ça l'a mené à leur perte. On n'a pas vraiment assez de données pour arriver à quelque conclusion que ce soit. Euh, c'est possible de dénouer un conflit, je crois, avec ça. C'est aussi possible de l'aggraver. Euh, je ne sais pas dans quelle proportion. Et c'est un peu ça que c'est dur à estimer. Je lis un petit résumé de c'est quoi les cercles restauratifs. Et si jamais ce résumé-là n'est pas bon, en fait, c'est l'origine des cercles restauratifs. Et si jamais ça, c'est pas bon, ben, corrigez-moi là. Les cercles restauratifs ont été créés dans des quartiers où régnait une violence systémique et quotidienne. Trafic de drogue, meurtres, agressions armées, gangs de rue, coups de feu, affrontements entre groupes et avec la police. À cela s'ajoutaient des formes de violence plus invisibles mais tout aussi présentes. Violence domestique, violence envers les enfants, conflits de voisinage qui dégénèrent. Dans ces milieux, la méfiance envers la police et les systèmes judiciaires était forte et alimentée par un sentiment d'injustice et d'abandon. Pour plusieurs, il n'existait tout simplement pas d'espace sécuritaire pour traverser un conflit sans qu'il s'envenime, se termine en rupture ou en représailles ou en violence. Donc, euh, l'outil a été développé dans un milieu dans lequel il y a un niveau de violence très élevé. Euh, dans nos vies privilégiées occidentales, on n'a pas le même niveau de violence. Donc, pour moi, l'écart est là et on pourrait vraiment se dire, oui, mais là, ça a marché à un très haut niveau de violence. Hein, des armes à feu, des meurtres et tout ça. Donc là, si on a un plus bas niveau de violence, ou c'est juste des gens qui sont fâchés les uns après les autres, ça va plus marcher. Parce que ça marchait déjà dans les hauts niveaux de violence. Mais pas forcément. Si, la vie est plus complexe que ça. Là. Si jamais il y avait une agression armée dans un éco-village, un écolieu collectif, ben c'est la fin de l'écolieu. Là. Il n'y a plus personne qui va vouloir être dans cet écolieu-là. Par contre, les quartiers défavorisés brésiliens de par terre, les gens n'avaient pas le choix d'être là. Les gens ne pouvaient pas dire je quitte. Ils n'avaient pas le privilège de choisir qu'ils quittaient. Donc on n'a pas, nous autres, le même niveau. On choisit de vivre ensemble et on a les moyens de faire autrement. Ce n'était pas le cas des gens dans lesquels l'outil a été créé. Ceci étant dit, je pense qu'il y a du bon. Il y a des choses à prendre dans les cercles restauratifs, comme de rencontrer chaque personne pour leur demander, qui sont en conflit, pour leur demander, veux-tu faire un cercle restauratif avec telle autre personne ou avec tel autre groupe de personnes? Je pense que c'est bon. Je l'ai déjà entendu faire dans d'autres méthodes. Écouter les autres sans interruption, je pense que c'est bon. J'ai déjà parlé de l'écoute. Je pense que l'écoute fait partie de la communication et on gagne à en faire plus. Reformuler ce que l'autre a dit, je pense que ça aide à la communication. Donc, si on se met dans un contexte où les deux personnes sont là, où il y a une personne qui facilite et qui aide la personne A à répéter ce que la personne B a dit et que la personne B, etc., pour arriver à ce qu'on se comprenne sans distorsion, je pense que c'est une bonne technique. Trouver ensemble une réparation à quelque chose qui a été fait, je pense aussi que c'est bon. Pour moi, l'outil est juste trop intense. J'ai entendu des choses comme oh oui, on a passé 2 heures à faire un cercle restauratif, on a passé 3 heures, 5 heures, 6 heures. On a été toute la fin de semaine en cercle restauratif. C'est pas gagnant là. Si c'est pas agréable, c'est pas durable. C'est bon à un certain point de travailler le conflit. À un autre point, ben on se tire dans le pied là. Puis en tant qu'humain, on est maladroit.
des fois, quand on essaie de prévenir quelque chose, c'est exactement ce qu'on cause. Ce qui nous amène au prochain point que j'aime bien appeler l'effet Dark Vador. L'effet Dark Vader. Attention, spoilers. Je vais complètement spoiler, divulgacher le film Star Wars 3, La Revanche des Sith. Donc, si vous n'avez jamais vu ce film, ça fait quand même 20 ans que le film est sorti, là. Donc, petite histoire courte. Donc, on a Anakin, qui est un puissant Jedi, qui, dans une vision, il voit que sa bien-aimée va mourir. Et là, il se dit, ah, mais je vais essayer de la sauver pour essayer de changer le futur. Mais là, en voulant faire ça, il fait un tas de choses horribles qui font que, finalement, c'est lui qui cause la mort de sa bien-aimée. Ou en tout cas, ce qui est dit dans le film, c'est comme elle est morte suite à l'accouchement et elle avait comme perdu la raison de vivre parce que lui était devenu un gros con. Donc, c'est un peu... en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai toujours interprété. Probablement qu'on peut l'interpréter d'une autre façon. Mais j'ai toujours réfléchi à cette situation-là et ça arrive plus souvent qu'on pense. Plus souvent qu'on pense, on cause exactement ce qu'on était en train d'essayer de prévenir. Beaucoup plus souvent qu'on pense. Et là, finalement, Anakin devient Dark Vader et s'en veut pour toujours de ce qu'il a fait, blablabla. Dans sa situation à lui, la meilleure chose aurait probablement été la suivante: ne rien faire. S'il s'était dit, oui, j'ai eu cette hallucination qu'elle allait mourir, mais je choisis de traverser cette épreuve et je ne vais pas devenir un Sith et tuer tous les jeunes Jedi. Donc là, après ça, peut-être qu'elle serait pas morte. Mais peut-être qu'elle serait morte aussi. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Le lien avec la communication en éco-village, c'est que souvent, je pense que c'est le cas pour les cercles restauratifs, on essaie de régler quelque chose. On essaie de prévenir quelque chose. Et en voulant tellement et en étant maladroit, on cause ce que l'on essaie de prévenir ou on aggrave ce que l'on essaie de prévenir. Si on a une relation avec quelqu'un et puis cette relation est à travailler, puis là on se dit, mais c'est terrible, je ne suis pas capable de supporter cette tension entre nous deux, je vais aller lui parler, je vais aller faire quelque chose, puis là je vais lui parler, puis tout ça, puis la personne est distante, ça ne marche pas vraiment. Est-ce que j'ai vraiment aidé la situation? Dans les films, les gens se réconcilient tout le temps. Des amis vont souvent se réconcilier. C'est pas la même sorte d'intensité émotionnelle dans un éco-flash. Probablement que plus de la moitié du temps, la meilleure chose, c'est de ne rien faire. Et je vais vraiment marteler que ce que l'on ne fait pas a beaucoup plus d'importance que ce que l'on fait. Par exemple, si toute ma vie, je dis la vérité et je ne mens pas, et puis là, je mens une fois, et la relation, la confiance est toute cassée. Ne pas mentir était beaucoup plus important que de s'excuser après d'avoir menti. On travaille les liens entre les gens dans un collectif avec des ateliers, des immersions, des retraites, des séminaires. Ici, on met tant d'efforts pour travailler ce lien-là. Mais s'il y a une seule chose qu'on fait, si on se met à crier après tout le monde, une seule chose, ça peut casser tout le reste. Donc, ne pas se mettre en colère après quelqu'un était beaucoup plus important que tous les ateliers de construction de relations qu'on avait fait avant. Dans un contexte de communication, avec des gens avec lesquels on est tellement proche émotionnellement, on a beaucoup de situations où on va empirer
Vraiment, peu importe ce qu'on fait. Et parfois, il faut accepter que je suis le problème pour telle personne et que c'est bon, je vais endurer la tension de la relation et peut-être que dans 2 ans, je vais avoir l'opportunité de, qu'on répare ça, mais pas en ce moment. Peut-être que tout ce que je fais en ce moment va empirer cette relation-là. Donc c'est bon de toujours se demander, avant peu importe ce que je vais dire, avant peu importe ce que je vais faire, est-ce que je suis en train d'empirer ce que je veux améliorer? Si la réponse est oui, on fait rien. Si la réponse est peut-être, on fait rien. Si je suis certain à 100% que je ne vais pas empirer ce que je suis en train d'améliorer, je le fais. C'est le seul scénario où je fais quelque chose au lieu de rien faire. Et là je sais que ça a l'air un peu de mettre les choses sous le tapis, puis de ne pas régler les conflits. Mais des fois, c'est ça, coexister. Des fois, on ne peut pas tout régler. Donc, si tu œuvres et tu habites dans un milieu collaboratif, souviens-toi toujours, ce qu'on fait peut backfirer. On peut se tirer soi-même dans le pied et c'est plus fréquent qu'on pense. Demande-toi toujours, est-ce que je suis en train d'empirer ce que j'essaie d'améliorer? Sois Anakin, ne sois pas Dark Vader et ne tue pas tous les younglings. On est rendu dans la partie où on va parler de reformulation, on va parler de boucle de communication, on va parler de comment est-ce on essaie que quelqu'un se sente compris pour essayer de la faire désescalader de façon émotionnelle. Plutôt, on a parlé de malentendus de mots. Malentendu de mots, ça va être de ce côté-ci. On va faire une boucle de communication pour s'assurer qu'on a bien compris les mots. Attendez, attends un peu, je suis pas sûr d'avoir compris. Là. Ok, je prends cette caisse-ci, il y en a 2. À telle heure demain, il faut que je le donne à telle personne. C'est bien ça que tu me communiques? Oui, ok. Il y a plusieurs métiers qui vont faire des boucles de communication pour s'assurer que l'information a bien été comprise. Et souvent, c'est des métiers qui communiquent par la radio. La radio avec une grosse distorsion, on n'est pas sûr de bien avoir compris. Par exemple, la police, ça se fait dans l'aviation, les militaires, en médecine, ça se fait aussi en cuisine. Dans une cuisine, le niveau d'intensité est très élevé. Le niveau d'intensité est très élevé et il faut s'assurer de bien avoir compris et il faut s'assurer d'éviter les erreurs. Il y a beaucoup de situations qu'on peut faire des erreurs entre une commande et là, une préparation de plat, etc. Donc, quelqu'un va donner une information. Après ça, l'autre personne qui reçoit l'information va reformuler ce qu'il a compris. Et la première personne va écouter la reformulation, il va dire « Oui, c'est beau, tu as tout compris ce que je voulais te dire. » Donc, la boucle entre les deux. Je donne un exemple très concret. Le chef arrive dans la cuisine et il dit « 2 steaks médium pour la table 5. » Le cuisinier qui cuit les steaks dit « 2 médium, table 5. » Le chef dit « Oui. » Ça, c'est la confirmation. Donc, première information, reformulation, confirmation. Oui, j'ai bien compris. On a contre-vérifié qu'on s'était bien compris pour être sûr. Parce que là, tu aurais pu entendre 2 steaks saignants. Non, c'était des steaks médiums. Ah, par exemple, si j'avais dit 2 steaks médiums pour la table 5, 2 steaks saignants, table 5. Non. J'ai dit 2 steaks médiums, table 5. On a évité une erreur de communication qui aurait mené à pas grand-chose, là, que les steaks soient saignants ou médiums à la table. C'est pas très grave. Quand la vie de quelqu'un est en jeu, c'est plus grave. Donc, c'est pour ça que certains corps de métier font systématiquement des boucles de communication pour essayer d'éviter les erreurs. Nous, on n'est pas des policiers, on n'est pas des ambulanciers. Les niveaux d'importance liés à une erreur de communication sont beaucoup moins élevés. On ne doit pas faire des boucles de communication tout le temps. Il y a quelques années, j'entendais une entrevue avec une personne X qui interviewait Diana Leaf, Christian. Et puis là, à chaque question que
À chaque question que l'animatrice posait, Diana Leaf reformulait la question et lui demandait est-ce que c'est bien ça la question, est-ce que j'ai bien compris la question avant de répondre à la question. Donc, probablement qu'elle était en train de se pratiquer, là. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de faire des boucles de communication. Si on identifie que c'est une information que on n'est pas certain d'avoir compris, c'est une information importante dans une chaîne qui va, si ça bug, OK, c'est une transmission d'une tâche d'une personne à une autre. OK, là, je ne suis pas certain d'avoir compris. Laisse-moi reformuler ce que tu as dit et dis-moi si j'ai vraiment bien compris. Si c'est une information plus sensible aussi, on veut faire une boucle de communication. Mais on ne veut pas, à chaque fois qu'on communique de façon décontractée, de toujours faire des boucles de communication. C'est beaucoup trop lourd dans une communication normale. La boucle de communication est aussi bonne, mais pour une autre fonction. On a parlé d'éviter les erreurs des mots, les erreurs de compréhension liées au rationnel. On peut aussi essayer d'éviter les erreurs de compréhension liées à l'émotionnel. Et lorsque quelqu'un est en train de déclencher émotionnellement, on peut faire la boucle de communication pour démontrer à l'autre personne qu'on l'a compris, pas nécessairement pour avoir la bonne information, mais pour lui permettre de se sentir compris et pour lui permettre d'amorcer une désescalade émotionnelle. Parce que plus cette personne-là est incomprise, plus elle réagit, et plus elle réagit, plus elle est incomprise, et c'est un cercle vicieux qui escalade toujours. Donc on veut essayer de briser ça et de revenir dans l'autre sens. C'est vraiment de démontrer à l'autre qu'on l'a compris. Pas lui dire « je t'ai compris ». Je t'ai compris ne démontre pas à l'autre que je l'ai compris. Je prétends que je l'ai compris. Mais je ne veux pas lui dire que j'ai compris. Je veux lui montrer « oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit », mais pas en disant le mot que j'ai compris. Ce qu'on va vouloir nommer à ce moment-là, c'est pas juste l'information. On veut trouver c'est quoi qui a déclenché la personne. La personne ne le sait probablement même pas. On veut nommer que c'est une émotion désagréable. Quand j'ai parlé de CNV, j'ai dit j'arrête de nommer la nature de l'émotion. Toutes les émotions sont désagréables, sauf la joie. Là. Mais en général, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses-là quand il y a trop de joie. Et on veut nommer pourquoi c'est important. Et là, ça va avoir l'air de nommer un besoin, mais c'est plus subtil et c'est un peu différent. On va voir pourquoi avec un exemple assez concret. OK? Je laisse mes souliers traîner devant la porte. Quelqu'un ouvre la porte, les souliers sont en train de traîner, ça bloque la porte. Elle manque de se cogner sur la porte et me dit « Merde, arrête de laisser traîner tes souliers devant la porte. Je me suis presque fait mal en ouvrant la porte. » OK? Donc là, je vais nommer le déclencheur. C'est quoi le déclencheur? Tu t'es presque pris la porte au visage. Tu t'es presque pris la porte d'en face. Ça t'énerve. C'est désagréable. Ça t'énerve parce que tu veux pas te faire mal. Pourquoi c'est important? OK? Donc, si quelqu'un me dit « T'as encore laissé traîner tes souliers devant la porte », OK, tu t'es presque pris la porte d'en face. Ça t'énerve, hein? Parce que tu veux pas te faire mal. Ou quelqu'un d'autre a laissé traîner ses souliers. Puis là, la personne me répond « Non, je m'en fous de me blesser. Je te dis juste 10 fois par jour de ranger tes souliers. » Puis ça change jamais. OK? On n'a pas nommé le bon déclencheur. C'est pas tu as peur de te faire mal. Le truc. OK? Mes souliers traînent encore devant la porte. C'est ça qui est déclenché. Et c'est le encore, c'est la répétition qui a déclenché. Donc, mes souliers traînent encore devant la porte. Ça, c'est ça qui a déclenché. T'aimerais ça que je change mon habitude? Ça, c'est le pourquoi. Et c'est ça qui vient de chercher. Ça, c'est là. C'est désagréable. Ça vient de chercher. T'aimes pas ça, hein? Tu es en colère? Non. Ne pas dire aux autres qu'ils sont en colère. Okay, on pourrait aller plus loin et dire « Mes souliers traînent encore devant la porte. T'aimerais ça que je change mon habitude? Et t'as l'impression que je t'écoute pas. Quand je répète toujours la même erreur. C'est ça qui vient de chercher. Là, je viens comme de nommer un besoin. Mais en fait, je viens de l'inverser. Si je disais
Mes souliers traînent encore devant la porte et tu aimerais ça que je change mon habitude parce que tu as un besoin d'écoute. Tu as un besoin d'écoute. Arc. C'est quasiment dire, c'est toi le problème, tu as un besoin d'écoute. Si seulement tu n'avais pas ton maudit besoin d'écoute, on serait bien mieux. C'est quasiment un reproche, c'est quasiment un feedback de nommer un besoin de cette façon-là. Donc, je pourrais vraiment le nommer à l'envers et dire ça t'énerve quand je t'écoute pas. Parce que tu auras un besoin d'écoute. Parce que c'est ça qui est en dessous. Mais de le nommer à tout haut, dire tu as un besoin d'écoute, c'est pas productif, là. Donc, je pourrais le nommer à l'envers, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être très rapide. Il faut vraiment, vraiment être très, 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 très bon pour le faire sur le moment, là. Sur le moment, sans y réfléchir. Pour moi, ça simplifie de refléter à l'autre une situation pour lui démontrer qu'on l'a compris. Si on n'a pas besoin de nommer le besoin, on a juste besoin de dire à peu près pourquoi c'est important pour cette personne-là. Dans tout ça, si quelqu'un est à un niveau très intense émotionnel et que moi je parle d'une voix très calme et très monotone et très sans émotion, et je vais calmer cette personne-là parce que ma voix douce va... Non, elle ne se sentira pas comprise. Il faut essayer de refléter, quand on nomme le déclencheur, quand on dit que c'est désagréable, surtout quand on dit c'est quoi qu'il y a une émotion désagréable, il faut essayer de refléter cette émotion-là. C'est quoi cette émotion? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Ça va être, comment je le dis, va être plus important que ce que je dis. Et c'est là que toute la communication et l'intelligence de communication émotionnelle entre en jeu. C'est que je nommerai pas c'est quoi l'émotion. Je vais essayer de moi aussi me mettre à la place de cette personne-là et de moi aussi ressentir cette émotion-là. Pour moi aussi lui refléter. J'ai compris ton émotion. Si quelqu'un arrive en colère et il faut monter l'énergie, mais il ne faut pas être colérique, agressif. Il faut être autoritaire, monter l'énergie, une certaine colère, mais après ça, pas déverser la colère sur l'autre personne. Mais on peut monter un petit peu l'énergie et le ton pour essayer de rejoindre le niveau de la personne qui est en colère. Parce que si on reste trop bas en termes énergétiques, en termes de comment on s'exprime émotionnellement, ça ne fonctionnera pas. Si jamais je me retrouve à être la personne qui a déclenché l'autre personne, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Il faut être vraiment très bon pour arriver à le faire de façon assez précise, de façon assez sur le coup, pour démontrer à quelqu'un que moi j'ai déclenché pour lui faire ce reflet-là. En général, si c'est moi le déclencheur, la plupart des choses que je dis vont être complètement distorsionnées et la personne ne se sentira pas à l'écoute. C'est beaucoup plus facile de le faire en termes de personnes tierces. Une personne a déclenché une autre personne. Moi, je peux faire un reflet à cette personne à propos de l'autre personne ou de l'autre situation qui l'a déclenché parce que c'est pas moi qui l'a déclenché. C'est beaucoup plus facile de le faire dans ce format-là. Si c'est moi qui déclenche, des fois, il vaut mieux juste écouter et rien dire. Mais c'est possible que ça marche, mais ça va vraiment compromettre tout ça ici. Une autre spécificité, ne pas aller dans pourquoi le déclencheur existe. On a nommé le déclencheur. Pourquoi ça t'énerve quand les souliers traînent devant la porte? Est-ce que c'est parce que quand tu étais jeune, ton frère le faisait, il s'est passé telle situation ici? Non, ne pas aller là-dedans, ça ne vaut pas ça ne vaut pas la peine, ça ne change rien et on peut s'y perdre. Et même la personne qui est déclenchée ne sait pas pourquoi elle est déclenchée. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi elle est déclenchée. On a besoin de savoir qu'elle est déclenchée et qu'est-ce qui l'a déclenchée. C'est tout. Une autre chose, si la personne est consciente, connaît ce genre de choses et est consciente de ce que tu es en train de faire, ça pourrait ne pas marcher. Et il vaut mieux juste écouter à ce moment-là. Ça prend beaucoup, beaucoup de pratique pour arriver à faire ça à un niveau instantané quand ça arrive, mais ça s'apprend. Et si on arrive à le faire, on peut désamorcer bien des situations émotionnelles désagréables qui voudraient déborder. On peut les encadrer en faisant ce genre de communication.
Lorsqu'on essaie de faire des boucles de communication et des reformulations pour encadrer quelqu'un émotionnellement, comme on vient de discuter, c'est aidant d'être un psychopathe temporaire pour ne pas soi-même avoir à être en réaction avec ses propres émotions par rapport à la situation. C'est aidant de dire, OK, je vais œuvrer uniquement dans le rationnel, et même si je reflète émotionnellement, je suis en plein contrôle de ce qui se passe. Je suis pas en train, moi, de réagir à la réaction de l'autre. Euh, euh, Évidemment, c'est pas bon de faire ça dans toute sa vie. C'est la quête de toute une vie que de voir quand est-ce qu'il faut tenir cette espèce de sphincter émotionnel, quand est-ce qu'il faut le relâcher et quand est-ce qu'il faut non dire non là je ne me permets pas de moi-même vivre une émotion parce que la situation ne le permet pas. Euh, Par contre, si moi j'essayais de reformuler à quelqu'un et de l'encadrer émotionnellement, alors que moi-même je suis en réaction, c'est sûr que ça fonctionne pas là. Ça prend de l'empathie pour comprendre l'émotion de l'autre et pour lui refléter l'énergie de son émotion. Mais ça prend aussi comme une droiture, je mets tout mon bagage émotionnel à moi de côté le temps que je règle cette situation-là. Alors qu'on veut travailler émotionnellement avec les autres, il faut s'assurer de soi-même être stable et de ne pas soi-même déborder émotionnellement dans la situation. Cette prochaine réflexion, et j'en suis très conscient, est probablement la réflexion qui est le plus biaisée pour moi. Moi, je déteste vraiment les communications par personne interposée et je remarque que ce n'est pas rationnel. Okay, donc, je vois un peu dans ma seconde ou troisième fenêtre de Johari. Quand on communique quand on communique à quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre entre les deux, j'ai un petit sandwich ici. J'appelle ça des sandwichs de communication. Hein? C'est quand même un concept qui est facile à comprendre. Il y a une personne qui communique avec une autre qui est chargée de, après ça, communiquer avec une autre personne. Moi, je trouve que ça donne jamais de bons résultats. Je trouve que tout le monde est tout le temps perdant à faire ça. Il vaut tout le temps mieux faire des communications directes avec les gens avec qui on veut communiquer. Alors, ça va de je venais dire quelque chose à telle personne, elle n'est pas ici. Lorsqu'elle reviendra, peux-tu lui dire ceci? Ah, mais là, l'autre personne a oublié de lui dire. Oui, mais va directement à la personne. C'était-tu vraiment important de le dire en personne? Est-ce que je peux lui envoyer un message si c'était pas une communication sensible? Si c'est une communication sensible, ben, de pas passer par une troisième personne. Donc, ça va des petits trucs banals comme ça, de communication de tous les jours, jusqu'à les trucs, on connaît tous le jeu du téléphone, se faire parler dans le dos, les ragots, euh, tout ce qui passe par plusieurs personnes et ce qui est déformé énormément et qui devient là, une rumeur, blablabla, blablabla. C'est tout de la communication interposée et ça peut aller jusqu'à je ne suis pas à l'aise à parler avec telle personne, donc je vais essayer de passer par une autre personne pour aller à cette autre personne. Moi, j'ai déjà vécu une situation comme ça. Quelqu'un avait dit à la personne ici de ne pas parler à la personne là parce que c'était dérangeant, ça devenait trop et cette personne ici n'était plus capable de faire son travail. Donc, plutôt que de passer directement et lui parler à elle, la personne essaie de passer par moi pour essayer de me manipuler à ce que je fasse une communication avec lui. Alors, ça a pris quelques fois avant que je m'en rende compte. Puis là, quand j'ai réalisé ça, j'étais fâché contre l'autre personne. Là. Je dis, pourquoi t'es pas honnête avec moi? C'est pas moi. Et tu veux que j'ai parlé alors qu'on t'a dit de ne pas communiquer avec telle personne parce que c'était problématique. Là, tu essaies de passer par moi pour aller communiquer avec telle personne. Il y a certainement un niveau de parler dans le dos de quelqu'un qui est simplement pour ventiler son émotion. Si je dis, ah oui, telle personne,
je rends la difficulté avec elle, ça me fait chier, telle situation me fait chier, et je suis en train de parler à ma conjointe, je suis en train de parler à, je suis en train de parler à mon ami, j'ai pas l'intention que cette information-là se rende ici. Et d'ailleurs, si elle se rendait ici, ce serait problématique. J'ai juste dit, et je voulais que ça s'arrête là, et, et d'ailleurs, je l'ai dit simplement pour me défouler. Je n'avais aucune intention que ça se rende là. Mais si je parle dans le dos de quelqu'un et que j'ai vraiment l'intention que ça se rende, que l'information se rende à telle personne, c'est là que ça devient problématique. Et c'est là que non, prends ton courage à deux mains, va voir en personne telle personne et essaie de faire quelque chose. Et si tu penses que ça va pas bien se passer, fais rien, mais aussi, dis rien. Tu peux essayer de te défouler, tu peux ventiler tes émotions avec quelqu'un, mais pas dans l'intention que cette personne-là ait communiqué avec l'autre personne. Donc, on prend la responsabilité de faire ses propres communications directement, sachant que quand il y a un intermédiaire, ça peut toujours être déformé, ça peut être oublié, ça peut être mal fait, mal intentionné. Si jamais je veux, moi, juste me défouler sur une situation, je le peux, pas avec l'intention que ça se rende jusqu'à l'autre personne. Et si je veux être sournois et essayer de manipuler quelqu'un pour qu'il essaie de communiquer avec quelqu'un d'autre, évidemment, à ne pas faire. La meilleure et la seule façon d'apprendre à bien communiquer pour vivre ensemble, c'est de vivre ensemble. Ce serait vraiment très aidant si on pouvait comme bien l'apprendre avant, et puis se pratiquer, et puis lorsqu'on arrive à vivre en collectif, on est déjà très bon. Mais non, la seule façon dont quelqu'un va apprendre à communiquer en collectif, c'est en vivant en collectif. On ne réalise pas à quel point la culture individualiste, compétitive de la société mainstream est complètement différente d'une culture collaborative dans laquelle on a des niveaux d'autorité moins élevés, dans laquelle les émotions sont à gérer collectivement. C'est complètement différent et on ne peut pas comprendre la culture collaborative si on ne l'a pas vécue durant plusieurs années. Dans une culture mainstream, on a les sphères de la vie qui sont séparées. Il y a des autorités rationnelles légales, il y a des autorités comme la police, la loi qui est en place pour gérer plusieurs choses. Je ne dis pas que c'est pas ça dans une écolieu, mais il y a très certainement des choses qui sont beaucoup plus structurées, des rapports de relations qui sont beaucoup plus clairs. Quand quelqu'un n'est pas capable de gérer ses propres émotions, on va simplement laisser derrière cette personne-là, simplement exclure cette personne-là d'une entreprise ou d'un groupe quelconque. Par contre, en culture collaborative, tous les sphères de la vie sont mélangées. Il y a moins d'autorité, c'est des milieux à faible autorité. Et les émotions sont à gérer collectivement et on ne laisse personne derrière. On va toujours essayer d'aller récupérer cette personne-là. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que des fois, une seule personne peut faire bloquer un groupe au complet. Il faut essayer quand même d'aller voir c'est quoi qu'il y a derrière et d'aller gérer ce qui se passe. Dans la société occidentale moderne, on a le privilège de pouvoir simplement jeter nos relations. Tel ami ne me convient plus, c'est pas grave, je vais en trouver d'autres. Cette relation est toxique quand je dois me couper de cette personne-là. Ok, je ne m'entends plus avec mon partenaire de vie, mais je vais divorcer, c'est pas grave, je vais juste prendre une autre personne. Ok, ben là, tel autre, les gens au travail, que je les aime plus, je vais changer de travail, c'est pas grave. Donc, on est habitué de utiliser et jeter les relations. Euh, Quand on n'a plus ce privilège-là, c'est un autre contexte complètement. Donc, quand on arrive à vivre ensemble, on fait des essais, on fait des erreurs, on fait des fois deux fois la même erreur, on apprend, on espère que les erreurs soient pas fatales et on est hyper attentif à essayer de tirer le plus de leçons possibles des erreurs qu'on a faites. La prochaine réflexion concerne les actions et de construire des habitudes et qu'est-ce que ça communique. Parce que selon moi, ce que l'on fait communique quelque chose, peu importe ce que l'on dit, comment on le dit, etc. Il y a aussi les actions qu'on fait qui communiquent quelque chose.
J'ai mis une petite image de bot pour cette réflexion parce que c'est quelque chose que moi j'observe dans mon milieu de vie. Il y a une consigne qui est toute simple dans le vestiaire collectif et qui est dans le vestiaire, il y a des grilles. Il y a les manteaux avec l'épaule et tout. Puis là, après, il y a des grilles. Et il faut mettre ses bottes sur les grilles pour faciliter le ménage du vestiaire. Parce que là, on peut passer le balai sans avoir à tout enlever les bottes et tout ça. Et les souliers, etc. C'est une consigne toute simple. Tout le monde devrait le faire, n'est-ce pas? Pourtant, il y a encore au moins 15% des souliers qui sont jamais sur les grilles. À tous les jours. Pourquoi ces personnes-là? Qu'est-ce qui communique ces personnes-là? Communique, bah, ce que tu dis, c'est pas vraiment important pour moi. Les personnes qui font le ménage, ben, j'en ai un peu rien à foutre. Puis on va pas me dire quoi faire. C'est ça qui communique. Ou c'est ça qu'on pense qui communique. Mais en fait, ce qu'on devrait interpréter qu'il communique, c'est je suis incapable de construire une habitude. Parce que ça a l'air simple de mettre ses bottes sur les grilles, mais il faut avoir compris le message, il faut avoir mémorisé le message, il faut y penser au moment opportun, il faut combattre la paresse qui nous dit que non, on n'a pas besoin de mettre nos bottes sur les grilles. Il faut se sentir concerné. Après ça, il faut être capable de se mettre à la place des gens qui font le ménage et pourquoi c'est plus simple pour eux. Et après ça, il faut le faire assez souvent et avoir une discipline avec une rigueur assez forte pour que ça devienne une habitude. Alors c'est quelque chose de tout simple, mais en fait, la construction d'habitude qui est derrière est très complexe. Quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, et que je venais tout juste d'avoir mon permis de conduire, et je travaillais sur la route, je travaillais dans une auto, donc j'étais presque toujours dans une automobile, une voiture. Et puis, je ne mettais jamais ma ceinture de sécurité. Pour moi, ça ne valait pas la peine d'avoir la ceinture de sécurité, puis ouais, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'avais cette mauvaise habitude de ne pas mettre ma ceinture de sécurité. Alors, qu'est-ce qui a changé mon habitude? Ben, j'ai eu 3 contraventions en 2 semaines pour la même chose. Alors, finalement, j'ai fini par me discipliner à changer mon habitude. Et encore aujourd'hui, si quand je rentre dans une voiture, je conduis, même si c'est pour conduire seulement 200 mètres, si je ne mets pas ma ceinture de sécurité, je perds mon habitude. En une seule fois, je perds l'habitude. Donc, à chaque fois que je vais dans une automobile et que je conduis, même peu importe la distance que je conduis, je mets tout le temps ma ceinture de sécurité, simplement pour maintenir mon habitude. Ce n'est pas simple de construire une habitude. Ça demande de la rigueur, ça demande de l'effort, ça demande de l'observation, ça demande de la discipline. Et de consciemment construire une habitude et consciemment déconstruire une mauvaise habitude, mauvaise en ce sens qu'elle ne convient pas à la communauté et la communauté a demandé, hein, le collectif a demandé, ce n'est pas une personne en particulier, c'est tout le collectif. Le collectif, on a l'impression qu'on vit, ah non, je vais vivre en autarcie sans gouvernement, mais le collectif fait autorité sur l'individu. Le collectif m'a demandé de changer cette habitude-là et non, j'ai pas été capable. Donc, il y a certaines mauvaises habitudes pour le collectif. Il y a certaines personnes qui sont incapables, simplement incapables, de changer une mauvaise habitude. Ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est simplement que ils n'ont jamais appris, ils n'ont pas la discipline, ils n'ont pas la créativité pour se comprendre eux-mêmes et trouver des trucs pour mettre en place une habitude. Donc, de consciemment construire ses habitudes, d'être conscient de ses actions, c'est aussi une façon de communiquer. Si je dis à quelqu'un, oui, je vais me charger de sortir les poubelles demain, et le lendemain, je n'ai pas sorti les poubelles, j'ai envoyé un message malgré moi à cette personne. Et ce message-là, c'est peut-être comme je m'en fous. Comment est-ce que cette personne va l'interpréter? Je suis incompétent, je suis mal organisé. Ce que tu as dit n'est pas important pour moi.
Donc, il faut faire très attention à ce que l'on fait, ce que l'on dit qu'on va faire, et les actions qu'on met en place et les habitudes qu'on construit dans un milieu de vie collectif. Nos actions et nos habitudes communiquent, et nos actions et nos habitudes communiquent souvent malgré nos meilleures intentions. Si on n'a pas d'intention dans les actions, si on n'a pas d'intention dans les habitudes, c'est mauvais pour la communication. La première chose qu'on veut dire à quelqu'un lorsqu'il y a une situation désagréable n'est souvent pas la bonne chose à dire. Et ce n'est pas juste de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de faire une réponse, mais c'est le même principe. Mais quand c'est important, quand c'est tendu, moi je dis on laisse au moins 24 heures avant que je dise vraiment ce que je veux dire. Souvent, moi j'ai une situation, il y a des choses que j'ai vraiment le goût de dire à cette personne. J'ai vraiment le goût de te dire que je suis complètement surchargé et que toi qui essaies de me refiler plus de responsabilités, ça ne me convient pas. J'ai vraiment le goût de le dire. Mais est-ce que c'est vraiment productif que je le dise? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le dire, je vais imaginer cette situation-là, je vais le dire dans ma tête. Dans ma tête, je vais dire tout ce que je veux dire à cette personne. La première chose qui me vient, je vais tout dire. Après ça, je vais le refaire, je vais refaire le scénario dans la tête, je vais commencer à filtrer qu'est-ce qui est important de dire, qu'est-ce qui est pas important, qu'est-ce qui est productif à dire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que même si j'ai le goût de le dire, ça ne veut pas dire que c'est bon de le dire. Je l'imagine plusieurs fois, et à la fin, je fais une communication qui est épurée de plusieurs choses que je voulais dire, mais qui n'étaient juste pas bonnes à dire. Ce printemps, on m'a demandé d'organiser une fête. Et j'avais vraiment le goût de dire, tu vois pas que je suis complètement surchargé. Là. Tu vois pas que j'ai des situations personnelles en ce moment assez pas évidentes. Je fais 2 travails. Je porte énormément de responsabilités dans l'éco-village en plus des travails. Entre autres, je porte 2 assemblées à 3 semaines d'intervalle et la fête qu'on me demande d'organiser est à 1 semaine d'intervalle avec les 2. Ça va pas bien? Tu veux que je, tu veux que je meure? Ce que j'ai fini par dire, c'est, après coup, c'est de dire, j'ai fait une erreur, j'avais pas remarqué que la fête en question était entre 2 assemblées. Et malheureusement, je ne peux prendre aucune responsabilité liée à cette fête. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais fait une erreur. Et c'était vrai que j'avais fait une erreur. Parce que l'avoir plus vu sur le coup, je l'aurais dit tout de suite. Non, désolé, je peux pas le prendre. C'est entre 2 choses que moi, je mets 10 à 15 heures de travail supplémentaire pour organiser chaque assemblée. Mais cette personne-là ne le sait pas. C'est pas productif qu'elle le sache. Je pourrais lui dire comme tu comprends pas ma réalité, mais peu importe si elle la comprend ou si elle la comprend pas. C'est pas nécessaire que je lui dise ça. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est constructif? C'est je choisis ce que je communique plutôt que je réagisse ce que je communique. Je me donne le temps de filtrer, je me donne le temps de choisir. C'est pas toujours possible, mais règle générale, plus on se laisse du temps, quand c'est important, quand on le voit que c'est tendu, quand je vois que c'est tendu pour moi en tout cas, plus après ça, je peux faire des meilleurs choix de mots et de choses à communiquer. Et en général, 90% de ce que je voulais dire, je le dis même pas. C'est tout pour cette vidéo sur la communication. Si tu as des trucs de communication, mets-moi-les dans les commentaires. J'aime toujours ça, avoir des perspectives externes et d'autres idées et pouvoir faire avancer mes réflexions, mes habitudes et comment je communique en général. Si tu as aimé cette vidéo, regarde cette autre vidéo que j'ai fait sur comment travailler le conflit en communauté intentionnelle, qui est un cours du FIC que j'avais fait, que j'ai résumé c'était un cours de 10 heures que
j'avais résumé en 40 minutes à peu près. Donc, clique ici et on se revoit dans cette vidéo. Bye bye.